C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, très content de te parler. Pareillement, on a une grosse édition spéciale cette semaine parce qu'on reçoit la présidente de C2 Montréal, la conférence sur la créativité. En fait, le C veut dire deux choses, créativité et Commerce. Commerce, merci. Voilà. Donc, vous voyez un peu où ça se trouve. C'est au croisement de tous les termes qui sont très près de la techno, parce qu'on parle souvent d'innovation et c'est lié à cette espèce d'esprit d'innovation très start-up. Et donc, on va parler avec la dame de C2 tout à l'heure. Oui. On salue aussi, évidemment, nos commanditaires, parce que pas de commanditaires, pas de podcast. Vous savez comment ça marche. Mm-hmm. TELUS. Bonjour TELUS, sur le réseau duquel je suis en train d'enregistrer cette balado, parce que je suis à l'extérieur en ce moment, même si ça ne paraît pas dans mon super studio virtuel. Et Plan Hub, qui, comme toujours, est votre référence pour un forfait Internet à la maison, un forfait cellulaire pas cher, planhub.ca. On les salue. Je disais, on a une grosse émission cette semaine. Il y a du stock qui s'est passé. Ça en est passé des choses cette semaine, Pascal? Ben oui, dans cet épisode, on va parler de Bitcoin, de Temu et de Shine qui vont être plus chers, en tout cas aux États-Unis. Est-ce qu'au Canada, ça va être aussi une augmentation aussi flagrante? On va parler de Notebook LM. Alain, oui. Je suis tombé sur les fesses en essayant ça. Et oui, d'entrée de jeu, je parle de fesses. De la fin des mots de passe. On va parler d'un téléphone à l'écran et au prix tout doux. J'avoue que j'ai été aussi impressionné là-dessus. On va parler d'un PC prêt pour l'intelligence artificielle, si jamais vous en avez. On va parler de Microsoft, on va parler de Google, on va parler de tout ce qui touche la technologie avec nos espressos de tech. Exactement. D'ailleurs, on peut se lancer tout de suite dans ces courtes nouvelles bien tassées, bien compactées, express. En parlant de Bitcoin, parce que tu le dis, il y a de l'action dans la crypto-monnaie. On ne parle pas d'un nouveau fonds là, de token lancé par un quelconque président. Non, on en a parlé à plusieurs reprises quand le cours a presque triplé, doublé. Au fil des épisodes, ça montait, ça descendait de façon dramatique. Il semble qu'en ce moment, la grosse nouvelle, c'est que ça coûterait environ 82 000 $ américains pour pour miner un Bitcoin si on le fait pour une grosse entreprise. Donc, une grosse entreprise avec des serveurs puissants, une belle organisation et tout. Mais pour les petits, pour les particuliers, pour les gens qui ont moins une grosse structure, ça coûterait 137 000 $ américains pour générer un Bitcoin. En ce moment, le Bitcoin, puis je parle de taux américain, le Bitcoin vaudrait environ autour de 100 000 $ à la minute où on se parle. Ça vivote, ouais. Donc, pour les grosses entreprises, il y a encore une petite marge, un incitatif à générer des Bitcoins. Mais il semble que pour les petits joueurs, le jeu en vaut plus vraiment la chandelle. C'est plus payant de tout simplement acheter de la crypto-monnaie si on croit que ça va augmenter en valeur au cours des prochaines années. Comme on parle des coûts d'énergie, pour générer ça, c'est surtout ça. C'est le coût, évidemment, de l'installation des serveurs, des cartes graphiques et tout. Mais aussi des coûts d'énergie. En Allemagne, ce serait jusqu'à 200 000 $ américains en énergie pour générer un Bitcoin. Est-ce que ce serait pas une occasion au Québec? Est-ce que les crypto-mineurs québécois ont peut-être un avantage, comme l'électricité est à prix très, très bas au Québec? En plus, c'est de l'énergie verte. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont voir une occasion d'affaires de générer des bitcoins québécois? Ben, tu lèves un bon point, mais si on parle à Hydro-Québec, eux, ils seraient pas d'accord. Ils n'ont pas le goût parce que c'est considéré comme un petit peu un gaspillage d'énergie chez Hydro-Québec. Cette pratique très numérique. Parce que le Bitcoin demeure encore, malgré tout, là, une technologie financière qui est discutable en termes de valeur réelle. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça parce qu'il y a un effet FOMO à la valeur du Bitcoin qui devient un peu sa raison d'être pour bien des gens. Là. Ben oui, les gens, la journée où ils cessent de croire au Bitcoin, le cours peut s'effondrer de façon dramatique et tous les millionnaires, sinon les milliardaires du Bitcoin, il y en a quelques-uns, pourraient... Mais imagine, Alain, si Hydro-Québec, avec ses surplus d'électricité, la nuit, les périodes creuses, s'était mis à miner des Bitcoins quand ils valaient 25 sous chacun. Hydro-Québec aurait des milliards de dollars en banque en crypto-monnaie et un intérêt assez important à ce que ça fonctionne.
on est des vétérans de l'information technologique. Si on avait, parce qu'on avait à peu près ce genre de conversation-là quand la Bitcoin valait 200 $, on aurait une réserve stratégique de Bitcoin aujourd'hui qui vaudrait une petite fortune si on avait à Mais l'époque oui, commencé à miner. je le répète, je l'ai mentionné à plusieurs épisodes, mais à la revanche des nerds, je voulais faire une chronique sur les bitcoins quand ça avait été lancé. Je pouvais en acheter pour 100 $. Il valait 25 sous chacun. Ça Alain, fait quelques j'aurais années été quand même, on va se plus le que dire. millionnaire. J'aurais commandité le podcast. On l'aurait fait sur un bateau de croisière de luxe. On Ouais. serait au Reine-Élisabeth en ce moment en train de Ça manger aurait des petits été fours, en un train de parler de paquebot de technologie. tech au lieu d'une tasse, une vulgaire tasse, Ici. effectivement. Mais pour ceux qui ont moins de sous, Parlant de ceux qui choses qui achètent coûtent plus beaucoup de cher, sous, des choses qui vont coûter plus cher, qui vont peut-être ouais. choquer certaines personnes. Il y a de l'activité dans le commerce électronique liée à la fameuse guerre tarifaire appliquée avec de variations continues par le président américain, parce qu'un jour il y a des taxes, un jour il n'y en a pas, mais cela dit, il y a une dualité entre les États-Unis et la Chine qui a un impact très concret sur les sites, les plateformes de vente en ligne, qui ont commencé à afficher. Amazon le fait, là, et d'ailleurs, ils se sont fait chicaner par la Maison-Blanche. Et là, qui a raison? Écoute, c'est une conversation qu'on peut avoir dans un autre genre de balado, mais ils affichent donc ce frais d'importation. Et Temu, qui est le fameux site de liquidation massive chinois qui demeure très controversé à mon avis aussi, mais qui vend des produits à une fraction du prix de bien d'autres plateformes, a annoncé qu'elle allait afficher sur les articles qu'elle vend ce fameux frais d'importation qui peut faire monter le prix de ces articles de 130 à 150%. Donc, 150%, c'est une fois et demie plus cher que le prix officiel initial. Et ça va être affiché. Ça fait rager les gens aux États-Unis les décideurs, les gens de l'administration du président Trump, qui disent « Ça, c'est pas fin d'afficher le frais, c'est là l'injustice, c'est ça qui est pas correct. » Mais Temu explique qu'évidemment, ça affecte les ventes de ces articles aux États-Unis. En principe, ça ne devrait pas s'appliquer sur ce que Temu vend au Canada. Mais il y a aussi une petite guerre commerciale entre le Canada et la Chine et on ne sait pas encore exactement où on se situe par rapport à tout ça, donc ça va être à suivre. Si vous magasinez des vêtements sur le site de mode jetable Shein, c'est encore pire de ce côté-là. Pour les internautes américains, on annonce une hausse des prix de 377% en moyenne. En fait, ça peut aller jusqu'à 377%, ce qui est presque 4 fois le prix de base d'un produit à cause des taxes qui sont très élevées. Le droit de douane américain sur les produits chinois sont très élevés et forcément, ça crée... Parce que la conversation, on dit c'est seulement pour certains articles qui s'adressent à un marché qui est le marché des États-Unis, mais ça crée un espace où d'autres fabricants vont aller aussi et prendre la marge, donc vont augmenter leur prix. Donc forcément, ça va entraîner une hausse du prix des articles sur ces sites-là. C'est ça, enlevant la clause qui faisait que les importations de petite valeur n'étaient pas soumises à des taxes, les articles de 20, 30, 10 $ n'étaient pas taxés. Et là, maintenant, pouf, ils le sont. Fait que c'est sûr que cette taxe-là va s'appliquer, ce qui va peut-être donner une chance aux joueurs qui importent en plus grosse quantité quand tu as une facture de 2000, 10 000, 100 000 $ de commande de vêtements. Là, toi, tu dois payer la taxe, mais si tu les vends à la pièce, si tu les achètes à la pièce directement de Chine, tu ne paies pas de taxes. Voilà. Ça va peut-être donner aussi un petit brasser la cage pour tout ce qui est les gens qui font du dropshipping, de l'importation directe. Oui. Ça va peut-être devenir plus flagrant à ce moment-là que ça vient directement de Chine, que c'est pas dans des entrepôts avec un certain contrôle de la qualité et une possibilité d'avoir un service local ou un intermédiaire local. Parce que le dropshipping est de plus en plus raffiné. Et souvent, ce sont des marques très locales, genre T-shirt Montréal va te vendre une liquidation. Nous sommes en pleine fermeture de faillite, alors que c'est absolument pas vrai. C'est une compagnie chinoise qui utilise cette stratégie marketing-là pour vendre des produits chinois, généralement de qualité très inférieure à ce qu'on peut avoir dans une vraie boutique montréalaise. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, mais clairement, ça sera pas à coup nul, ce chamaillage géopolitique, je veux dire comme ça. J'essaie de faire un lien douteux pour se connecter à ses comptes d'achat en ligne, il faut un mot de passe. Et Microsoft, hier, je savais pas, le 1er mai, on le rappelle pas assez, c'est la journée internationale des mots de passe, si je comprends bien. Il y a une journée pour ça. Wow. Ben oui, écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un bon mot de passe, Alain. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas un meilleur mot de passe, croyez-moi. Les escrocs vous ont, puis ABCDE, c'est pas bon non plus. Les mauvais mots de passe, c'est
pas bon. Mhm. Réutiliser ses mots de passe, c'est pas bon. Et Microsoft, hier, a annoncé que c'était la fin des mots de passe par défaut pour les comptes Microsoft. Et ça, je trouve que c'est une super nouvelle. Si on veut se connecter, si on veut se créer un compte Microsoft à partir de maintenant, on n'aura plus besoin de créer de mots de passe. Ça, c'est flyé, parce que d'habitude, on nous demandait tout le temps créer un mot de passe avec 8 caractères, des minuscules, majuscules, des caractères spéciaux. Puis là, c'était compliqué à retenir puis à générer. On avait des gestionnaires de mots de passe. Et là, maintenant, on va tout simplement utiliser la biométrie, un NIP, une clé de sécurité, un code très complexe qu'on a dans notre appareil. On Mhm. s'identifie à notre appareil. Une fois que l'appareil sait que c'est nous, pouf, les clés vont être échangées automatiquement. Ce que ça fait, moi je trouve ça assez génial, c'est que ça arrive de plus en plus où j'arrive sur un site, puis pouf, je suis connecté. J'ai pas besoin Mhm. d'entrer mon identifiant. Ça marche super bien. Les passkeys, la technologie d'avoir le mot de passe dans ton appareil, ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, c'est 8 fois plus rapide qu'avec un mot de passe et le taux de réussite serait de plus de 98% du temps. Alors que Ouais. quand on rentre un mot de passe, on oublie le mot de passe, on se trompe, il faut taper son identifiant, il faut pascal@pascalforget.com, puis là, je me trompe d'une lettre, j'entre mon mot de passe, j'oublie une majuscule, c'est pas évident, tandis qu'avec la reconnaissance par l'appareil, beaucoup plus rapide. Et l'autre chose que Microsoft a annoncé, c'est qu'on allait maintenant proposer par défaut la meilleure manière de se connecter, la plus sécuritaire. Fait qu'au lieu de te dire, entre ton mot de passe, il va dire, hey, je peux te reconnaître avec ton visage, montre-toi, tu sais, t'as ton empreinte digitale, mets ton empreinte digitale, ou tout simplement prends ta clé de sécurité et branche-la dans ton appareil. Mhm. C'est une bonne pratique d'ailleurs. Ceux qui nous écoutent, Ouais. qui sont un peu plus technophiles, là, Mhm. considérez d'avoir une clé de sécurité physique. Vous glissez ça dans un coffre, vous glissez ça dans un tiroir en sécurité. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, la personne avec quelqu'un, donnez ça à votre notaire, donnez ça à votre le responsable de la trésorerie. Il y a des petites entreprises qui ont été prises avec des codes sources puis des propriétés intellectuelles verrouillées parce Ben que le oui. propriétaire avait tous les mots de passe de tout ça. Une clé de sécurité, ça peut être une option sécuritaire que vous pouvez mettre à la banque à la limite, qui va permettre en cas de C'est pépin, très vrai. de Ben oui. récupérer vos comptes et tout. La, Il y a toujours le talon d'Achille de ces technologies-là, c'est que justement, quand on exige en alternative un NIP ou un mot de passe, ça vient un peu enlever la sécurité de la chose. Mais les passkeys, en principe, sont des extrêmement longs mots de passe qui sont automatisés par la machine. Exactement. Et c'est Mais là où ça quand devient on plus entre un sécuritaire. NIP, c'est qu'on est Mhm. déjà authentifié dans la machine. Alors, c'est simplement pour valider que c'est toujours nous devant l'appareil. Au lieu d'avoir Mhm. à taper un long mot de passe que quelqu'un pourrait nous voir en train de le taper, on a juste à taper un NIP pour dire hey, c'est encore moi qui est devant l'appareil. On valide et ça reste assez sécuritaire. Et Moi, j'ai bien hâte de rappelons, voir. Oui, juste parce que ça me revient, de mémoire, les passkeys, c'est une technologie, ça c'est très vrai, c'est supporté par Microsoft, par Google, oui, par Apple, c'est par des un grands tout le fabricants monde. d'appareils Oui, électroniques, et ça fait partie d'une alliance qui, de mémoire, est la FIDO Alliance là, oui. qui gère. Donc c'est un truc qui est au-delà de... Microsoft pousse fort, mais ils ne sont pas les seuls, en fait. C'est un truc de l'industrie là, qui est poussé par tout le monde. Là. Il y a même des gestionnaires de mots de passe qui sont compatibles avec cette technologie-là. Fait qu'une fois que tu changes d'appareil ou d'entreprise, en théorie, tu pourrais passer d'un Mac à un appareil Windows et conserver tes passkeys d'un appareil à Voilà. l'autre de façon transparente. Et on veut de l'interopérabilité. On aime ça. Ça, c'est le mot le plus difficile à dire et le plus important ces jours-ci dans les technos, effectivement. Je l'ai dit pas pire, je trouve. Ça a super bien passé. C'est moi qui ai toujours de la misère parce qu'il y a trop de syllabes trop rapprochées les unes des autres, mais bon. Vous savez, ici, on vous tient toujours à une tasse de tech, bien sûr, au courant des plus récentes nouveautés. Et pour cette raison-là, je m'en allais à San Francisco dans 3 semaines à peu près pour assister à Google I.O., la fameuse conférence des développeurs de Google, en me disant « Ah, j'aurai enfin la primeur sur toute l'information qui concerne notamment la plateforme Android. » Eh bien, voilà que Google nous tire le tapis sous les pieds parce qu'il va avoir, on a annoncé que le 13 mai prochain, donc une semaine avant Google I.O., on va créer une émission spéciale sur la chaîne YouTube The Android Show. Ça va être en anglais, bien sûr. Un épisode spécial consacré à Android tel qu'il existe en ce moment, mais aussi tel qu'il va exister dans les prochaines années. Donc, toutes les nouveautés qui devraient normalement être discutées durant Google I.O.
va être présenté en avant-première à cette émission-là sur YouTube, donc accessible par tous les gens qui s'intéressent à l'avenir de la plateforme mobile de Google. Ça va être présenté par le responsable de l'écosystème Android chez Google, Samir Samat, qui va lever le voile sur ce qui s'en vient et ce qui sera ensuite dévoilé à Google I.O. Donc, vous aurez un avant-goût. Si vous aimez ces choses-là, vous n'avez pas besoin d'être un développeur, mais c'est toujours le fun de voir ce qui s'en vient, parce que de plus en plus, on donne l'accès au public à la version bêta d'Android, qui est généralement la version à venir. Et là, on prépare Android 16 de mémoire et généralement, on planifie quelques générations d'Android d'avance malgré tout. J'ai pas regardé les détails et les rumeurs de ce qui s'en vient au-delà de ce qu'on sait déjà, mais ça devrait être intéressant. Une émission en ligne accessible facilement. Ce que j'aimerais savoir, et une question certainement qui ne sera pas abordée à cet événement-là, mais qui mérite d'être questionnée, c'est que s'en vient-il pour Android? Parce que vous le savez, Google a été accusé par la justice américaine et est en train de négocier avec la justice européenne sa position dominante dans certains créneaux qui soulèvent la question de est-ce qu'on va démanteler Google, est-ce qu'on va forcer aux États-Unis, on aimerait ça, le gouvernement aimerait ça. Entre autres, je pense que Google vende Chrome, son navigateur, à quelqu'un d'autre. On en a parlé d'ailleurs ici la semaine dernière. Mais Android est aussi considéré comme un morceau, un joyau de la couronne du groupe qui pourrait... ou pas, être SME, c'est sûr que c'est une grosse partie de ce que Google fait, n'est-ce pas? Donc, ça va être à suivre et ce sera une question à poser, mais pour les nouveautés plus logicielles, plus applicatives, ce sera le 13 mai, donc une semaine avant Google I.O., prenez des notes parce que ça s'en vient plus vite que le reste. Ben oui, puis dans les conférences qui s'en viennent aussi pour les développeurs, il y a la conférence Build de Microsoft le 19 mai pour les développeurs. Microsoft nous titille, j'en glisse un mot là-dessus, et on a dit qu'il y avait un nouveau quelque chose, Copilot plus PC le 6 mai qui va être dévoilé. Est-ce que ça va être disponible dès le 6 mai? Est-ce que ça va être annoncé pour les prochains mois? On le sait pas. Encore une fois, la conférence, c'est le 19 mai. Est-ce que ça va être les développeurs qui vont arriver à la conférence vont se faire remettre ce nouvel appareil sur place? Est-ce que ça va être une tablette, un ordinateur plus petit, un processeur Snapdragon, un processeur différent, nouveau, plus de performance pour l'intelligence artificielle Copilot? Pour la gamme Surface, ben oui, c'est vrai, Microsoft qui fait bien sûr ses propres machines, t'as raison de le souligner, j'ai oublié ça, mais oui. Ah oui, puis Build, c'est généralement la conférence où ils présentent les nouveautés matérielles aussi. Les nouveautés logicielles. Fait que ce serait une bonne chose de dire, hey, voici le nouvel appareil. Puis souvent, ils ont fait ça. Google avait fait ça. Voici notre nouveau téléphone. Voici notre nouveau truc. Tu le lances. En même temps, les développeurs partent avec un appareil qui leur permet de développer avec le matériel du futur, avec les performances et les choses, les attentes des créateurs de logiciels. Parlant de... Microsoft, parlant de Google, écoute, il y a un truc qui m'a émerveillé, c'est Notebook LM en français. Oui. Notebook LM, Alain, j'en avais entendu parler, c'est un outil de prise de notes. C'est dur à décrire. Ce qu'on fait grosso modo, c'est qu'on rassemble des sources, différents documents, PDF, audio, des vidéos YouTube. On peut prendre des documents de son Google Drive, on peut prendre des adresses web sur un sujet qui nous intéresse et on peut poser des questions là-dessus. Ça crée une espèce de banque de connaissances et ça permet entre autres de créer des notes de révision. Moi, je pense, encore une fois, on a un cours à réviser. Peux-tu me poser des questions à propos de la matière que j'ai à réviser? Mais on a mis en français la possibilité de générer une espèce de podcast à propos de ces notes. Je suis tombé, j'ai dit pour la deuxième fois le mot « fesses » dans l'épisode. Je suis tombé en bas de ma chaise sur mes fesses. Bam, les fesses, voilà. J'insiste parce que c'est impressionnant. En 2 minutes, j'ai pris 8 articles que j'ai trouvés du web à propos d'un thème. Bam! Bonjour, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce sujet. Ah oui, en effet, avec 2 personnes qui interagissent entre eux. Écoute, avec un accent qui, au départ, était assez neutre, assez québécois. Ça aurait pu être quelque chose de diffusé à Radio-Canada. Et là, ce qui m'a fait rire, c'est que tout au long de l'épisode, l'accent changeait, fluctuait. Ah oui, c'est parce que c'est devenu plus franchouillard. La personne, on dirait que c'était une autre personne qui parlait, puis à chaque phrase, on dirait qu'il y avait le niveau de langage qui bougeait du plus familier au plus, encore une fois, franchouillard. Je sais pas comment le décrire, mais l'accent... De moins en moins international dans l'accent. C'est ça, c'était moins neutre, ça fluctuait beaucoup. Mais autrement, le contenu est assez merveilleux parce que tu as des hésitations dans les phrases. Ça parle comme 2 vraies personnes avec des légères hésitations, des bafouillements. Il y a une fois, j'ai entendu un bafouillement qui était vraiment pas naturel, mais à part ça,
on jurait vraiment deux personnes qui parlent. Je vous suggère de l'essayer. Notebook LM en français. Essayez ça. Donnez des sources. Si vous révisez une matière, si vous étudiez sur un sujet, vous avez une présentation à faire, et vous voulez vous réchauffer, demandez à générer le podcast et tout. Vous pouvez même dire, concentre-toi sur un aspect des notes que j'ai pris. Et ils vont te faire un petit truc là-dessus que tu peux télécharger et écouter à ta guise. Si on fait pas attention, Alain, on va se faire remplacer par des intelligences artificielles. On va juste dire de quoi on veut parler, puis ça va prendre nos voix, puis ça va... Ben mec, je suis en parfait désaccord avec mon accent local. C'est pas si franchouillard que ça. C'est pas si franchouillard que ça. C'était juste embêtant. C'était juste différent comment l'accent passait d'un français, je dirais, radio-canadien, assez neutre, à quelque chose qui était plus neutre, parisien, plus neutre. Ça fluctuait beaucoup. C'est la seule affaire qui m'a embêté. Mais j'ai été très, très impressionné comment c'était réaliste. Je rigole, mais Notebook LM est un outil essayé. C'est littéralement appliquer un agent d'intelligence artificielle à la banque de données, la base de données que vous créez vous-même. Donc, il ne faut pas déborder dans ses réponses de ce que vous lui soumettez comme contenu. Pour le travail, moi, en journalisme, j'ai bien des collègues qui l'utilisent. Et si j'étais étudiant, c'est sûr que je mettrais toutes mes notes de cours là-dedans pour générer des synthèses, des faux questionnaires, des choses comme ça. Ben oui, parlez-en aux étudiants parce qu'on pense que l'intelligence artificielle peut nous remplacer, mais l'intelligence artificielle peut nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et combien de fois on aurait aimé que quelqu'un nous dise « Hey, OK, voici la matière que j'ai révisée. Pose-moi des questions pour que je révise. Fais-moi un petit podcast que je peux écouter qui va me résumer les grands points. J'étudie sur la Seconde Guerre mondiale. Voici les notes de cours. Bam, bam, bam. Ça me résume les grands points de mes notes pour que je puisse les absorber différemment. » Encore une fois, très impressionné. J'ai hâte d'y retourner ici. Allez voir ça. Fini sur une note. Je pensais pas qu'on en reparlerait un jour, mais les téléphones LG sont en fin de vie pour vrai, là. Ben oui, j'aime ça, la chronique funèbre. Il faudrait qu'on se mette la petite musique, là. Les téléphones LG, il y a encore des gens qui en possèdent, les téléphones LG qui étaient pas pire, pas en tout. Il y avait quelques bons coups dans leur gamme. Oui, et entre autres... Téléphone à écran curvé, entre autres. Écran courbé. Il y avait entre autres le téléphone qui c'est ça, légèrement un peu comme une banane. J'aurais dû le garder, celui-là. J'ai dû le donner à quelqu'un à un moment donné. Là, où on pouvait remplacer des morceaux dont la batterie et puis l'antenne Wi-Fi. Téléphone avec une carte audio. Téléphone avec un processing audio haute qualité. Alors, on disait, on veut avoir de la musique, de la meilleure musique. Tu branchais tes écouteurs là-dedans, ça sonnait vraiment bien. La compagnie LG a annoncé qu'ils arrêtaient leur serveur le 30 juin. Donc, les serveurs de mise à jour, encore une fois, le dernier modèle de téléphone LG... Ça fait quand même quelques années. Ouais. Android 12, c'est plus très récent, mais écoute, il semble que le 30 juin, les informations, les données des utilisateurs qui pourraient subsister vont être supprimées. C'est peut-être, si vous avez un téléphone LG, même si vous l'aimez beaucoup, le temps de passer à un appareil d'une autre marque. Et ça tombe bien, Alain, parce que je vous en propose un qui est beau, qui est pas cher, qui est le fun, et qui a une prise d'écouteur et qui permet d'écouter la radio FM. Qu'est-ce que tu veux? J'allais ajouter parce qu'il y a aussi la bande des réseaux 3G au Canada qui disparaît en juillet. C'est vrai. Donc, si vous avez un vieux téléphone LG, peut-être que ça vous affecte doublement. Donc, effectivement. Puis en plus, son téléphone, il est vraiment pas cher. Donc, pour les gens qui se demandent quelle est la solution à toute cette fin de vie de nombreux appareils, premièrement, ne les jetez pas, allez les faire recycler. Ça, c'est super important. Et ensuite, écoutez Pascal dans 2 segments, parce que dans le prochain segment, on va avoir une entrevue, on va vous parler de C2 Montréal, la conférence à laquelle on va assister nous aussi. Conférence qui est très intéressante. On parle de hockey, on parle d'intelligence artificielle, on parle de créativité. Encore malade. Pascal nous chante une petite chanson, je suis certain que ça s'en vient. Donc, restez avec nous parce que ça s'en vient tout de suite après ceci. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech et c'est ce segment de l'émission où on reçoit une invitée. Et cette semaine, on a une invitée toute spéciale parce qu'on a une collaboration avec les gens de C2 Montréal. Et pour en parler, on a la présidente de C2 Montréal, Annick Beaulieu. Bonjour Annick. Bonjour Alain, bonjour Pascal. Bonjour. Écoute, merci d'être avec nous. C'est intéressant parce qu'on a discuté un petit peu avant de partir à l'enregistrement. Je me rappelle d'avoir assisté à la conférence il y a quelques années. C'est drôle parce qu'à l'époque, c'était au Studio Grande, qui sont dans la portion sud de Montréal, des studios de télévision, en fait, qui sont récupérés aujourd'hui par des émissions, je pense, de Radio-Canada, entre autres.
Et puis, j'étais allé là pour voir une haute vice-présidente de BMW qui venait directement d'Allemagne pour nous parler de l'innovation en automobile. Et c'était un petit peu avant tout le virage électrique et tout. Puis moi, c'est mes deux mondes qui rentraient en collision là, parce que je fais de l'automobile ailleurs qu'ici. Puis je fais de la techno ici. Puis là, c'était comme, waouh, une combinaison de choses. Et je préparais mon questionnaire pour qu'on discute un peu de ce qu'est le C2 Montréal cette année. Puis c'est une liaison facile à faire pour moi parce que c'est un peu ça, en fait, la conférence. C'est une collision de plusieurs mondes axés autour de cette notion d'innovation au sens très technologique du terme, non? Absolument. Ben, comme C2, en fait, c'est pour les C, là, c'est commerce et créativité. Puis, tu sais, je pense tous les gens qui évoluent dans le monde des affaires présentement, là, je pense on peut tout conclure que c'est plus complexe que ça a déjà été. Puis quand on parle d'innovation, quand on parle d'évolution, quand on parle de réimaginer des secteurs, mais souvent c'est à l'intersection de différents domaines, de différents sujets où est-ce qu'on va trouver cette richesse-là, tu sais. Fait que pour nous, c'est certain que ce monde-là, ces collisions-là, qui prennent part entre des industries, en différents points de vue, c'est vraiment un terrain fertile là, pour inspirer les gens, puis pour créer des nouvelles façons de penser, puis de faire évoluer. Là. Cette année, ça a lieu du 20 au 22 mai prochain. C'est au Grand Quai dans le Vieux-Port de Montréal, exactement. Exact. C'est un magnifique site. Puis tu sais, je pense, Alain, comme tu disais, certaines éditions de C2 ont été dans ce que j'appelle des black box, là, donc l'Arsenal, les studios Grande. Puis ce qui est magnifique avec le Grand Quai, c'est que c'est un light box. Donc, c'est toute la lumière naturelle. Il y a vraiment, tu sais, il y a une superbe vue sur C'est le vitré, là. fleuve. Ben oui. Mm-hmm. On a une magnifique vue sur le Vieux-Montréal. Il y a des salles qui sont en hauteur. Fait que, tu sais, c'est vraiment un terrain de jeu qui nous permet d'avoir une dualité entre la production événementielle puis la nature un peu là, qui est présente tout autour de nous. Là. Fait que c'est puis une façon extraordinaire pour nos invités internationaux de découvrir Montréal parce que là, c'est vraiment dans le centre de ce qui se passe. Là. Ouais. On a parlé la semaine dernière à l'émission de quelques invités parce qu'on voyait déjà les conférenciers qui allaient être présents à cette édition. Et là, cette semaine, vous avez sorti la programmation qui touche à tout. Écoute, j'étais surpris, il va y avoir du hockey, de la Ligue nationale de hockey, il va y avoir plein de trucs. Est-ce que tu as des faits saillants déjà, des idées, des coups de cœur peut-être dans la programmation de ce que les gens veulent aller voir? Là? Ouais, puis je pense qu'avant de rentrer dans mes coups de cœur, parce que c'est sûr qu'il y en a tout le temps, tu sais, on a 3 journées. Pour revenir un peu à ce qu'on disait là, au niveau des différentes thématiques, on a 3 journées qui sont chacune centrées sur un sujet. Donc, la journée 1 qui est sur l'expérientiel, la créativité. La journée 2 qui est sur la durabilité, donc tout ce qui est sustainability. Puis la journée 3 qui est sur les technologies transformatrices. Puis, à chaque jour, on a des contenus qui s'adressent à des industries spécifiques, donc le retail, le luxe, tout ce qui est plus les plateformes technologiques, sociales, tout ça, le entertainment et les médias, puis la notion de l'architecture, de la construction, du design. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la globalité de cette programmation-là, ça touche vraiment aux différentes sphères de notre vie. Tu sais, comment on consomme, comment on se divertit, comment on interagit en société, en communauté. Fait que même si ça a l'air d'être éclectique, il y a quand même vraiment une direction puis une façon de structurer la programmation pour nous. Puis en termes de coups de cœur, ben, j'en ai différents. Là. Il y a Tyler Schultz, qui est le whistleblower de toute l'affaire Theranos. Oui. Ça a été quand même toute une histoire. Ensuite, on a des gens de Canva, donc vraiment Canva qui est un outil extraordinaire, puis c'est une female founder qui a été une des premières à avoir une compagnie qui vaut des milliards de dollars. Puis qui va vraiment parler de justement l'accessibilité de la technologie, puis la façon que ça peut aider notre créativité de façon assez concrète. On a le producteur et le créateur des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Oui, c'est vrai. C'était tout un geste de créatif. Fait que, tu sais, on va vraiment explorer différents types de contenus, tu sais, puis ce qu'on veut de notre audience, ben, c'est qu'elle s'immerse puis qu'elle se donne l'opportunité justement de découvrir des choses qui sont peut-être pas nécessairement ce qu'on est confronté à dans nos vies de tous les jours,
Puis tout ça, mais c'est fait au service de créer des rencontres qui, elles, vont être porteuses de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, de nouvelles business. Fait que, tu sais, tout ce contexte-là qu'on design, en fait, c'est pour que les humains se rencontrent de façon authentique puis trouvent une façon de faire de la business, tu sais. J'ai hâte de voir. Il y a 2 noms que j'ai retenus. Il y en a plusieurs, en fait, là, mais je vais en donner 2. Le premier, c'est Georges Larac, parce que c'est Georges Larac. Il n'y a aucune raison. Puis je trouve ça intéressant de voir ce qui était quand même un homme fort de la Ligue nationale de hockey, de venir parler de son expérience. Et à l'autre extrême, il y a Sacha Lucioni, qui est une sommité d'intelligence artificielle basée à Montréal, qui travaille pour une entreprise dont on entend trop peu parler, qui s'appelle Hugging Face. Hugging Face, c'est un... Ce qui va être le fun, c'est qu'elle n'a pas de parti pris. Elle va venir parler d'intelligence artificielle. Et eux, ils ouvrent le monde de l'intelligence artificielle open source au public. Et ils font beaucoup de vulgarisation. D'ailleurs, j'ai mon ancien directeur de l'information, Devoir, qui est maintenant responsable là-bas de toute la partie l'IA pour les médias et le journalisme. Donc, j'ai hâte de voir ce que Sacha va venir raconter parce qu'elle est en plus basée à Montréal. Donc, on parle souvent de comment Montréal est une plateforme tournante de plein d'affaires. Puis, ça reste relativement abstrait. Ben là, on a un bel exemple parce qu'on a premièrement Sacha qui est à Montréal et on a aussi de la conférence qui permet de la mettre en vitrine. Est-ce que justement, l'intelligence artificielle va être un gros sujet à C2? Est-ce que vous le voyez un peu partout? Mais en fait, c'est que c'est difficile. Je pense que c'est pas juste à C2 qu'on le voit partout, là. Ben oui, c'est pour ça. C'est comme une extraction naturelle de tous ces jours-ci, ouais. C'est une thématique qui est omniprésente dans le monde des affaires, tu sais. Puis quand on regarde nos 3 thématiques, ben c'est certain que au niveau de l'expérientiel, au niveau de la durabilité, puis au niveau des technologies, c'est comme très difficile de pas aller dans ce sujet-là. Fait que c'est certain qu'il y a plusieurs sujets qui vont être explorés en lien avec l'intelligence artificielle. Puis juste pour faire un petit retour sur la NHL, en fait, c'est intéressant parce que Georges Larac va parler avec Kimberly Davis puis Bobby Shani sur tout le nouveau visage du hockey. Fait que tout l'aspect justement d'inclusion, de diversité, fait que ça rentre dans notre journée 2. Puis je pense que c'est une des choses qui est intéressante, tu sais, pour moi d'une programmation comme ces deux. On parle de NHL, fait que ça vient toucher un peu notre cœur, la culture, là, surtout Montréal vient de vivre toute une oui. une dose d'énergie là avec les séries. Mais ensuite aborder d'une façon qu'on s'attendrait peut-être pas d'aborder, right, la NHL ou Georges Larac, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense, ces conversations-là qui sont peut-être unexpected, si je peux Inattendu, dire. ben oui. Inattendues qui sont intéressantes aussi. Ben, j'allais dire, parce que le nouveau visage de la Ligue nationale de hockey a certainement moins de dents depuis ce qu'on a vu depuis une semaine à cause des séries éliminatoires. Et, ça, c'est ce qu'on a comme fan de hockey, c'est ce qu'on voit, parce qu'on voit le sport. Mais en arrière, la machine est assez impressionnante parce qu'ils ont... C'est un peu moins apparent au Québec parce qu'on est mordu de hockey depuis vraiment longtemps, mais ils ont fait beaucoup de travail, surtout aux États-Unis, parce que c'est là où leur marché est en forte croissance, pour aller chercher des audiences qui n'étaient pas naturellement intéressées par le hockey. Et ils l'ont fait avec des outils numériques, entre autres, qui sont assez exceptionnels. Ça va être une belle conférence, c'est certain. Puis ça, comme tu le disais, ça brise un peu le cadre habituel de ce genre de conférence-là, où on parle avec des gens, tu sais, d'innovation, de technologie, puis avec ces gens-là, on parle de technologie, alors qu'on va parler là avec des gens plus de hockey, de comment ils utilisent ces outils-là, qui sont souvent très abstraits, définitivement. Là. Ça soulève quand même la question de savoir, parce que il y a une belle brochette de conférenciers, une belle programmation. Il y a aussi beaucoup de maillage et de réseautage. Ouais. Dans le passé, je voyais beaucoup des gens des secteurs d'agences de marketing, de la publicité venir faire un tour, de la créativité. Est-ce que ça s'adresse à toujours cette clientèle-là ou c'est plus large comme auditoire? Ben, ça a toujours été plus large comme auditoire. Je pense qu'avec ces deux, ce qui arrive, c'est que c'est certain que le format qu'on produit et, tu sais, il y a le contenu, là. Bon, ça, on vient d'en parler. Puis après ça, il y a le contenant. Puis le contenant, il est très créatif. Tu sais, nos scènes sont magnifiques. Il y a plusieurs ateliers qui viennent vraiment chercher le côté collaboratif, puis tu sais, de créer des discussions où est-ce que les gens ont l'opportunité de contribuer aussi, puis de partager leur point de vue, puis que justement ces rencontres-là vont faire partie inhérente de la valeur qu'on est en train de créer à ces deux. Puis tu sais, on croit beaucoup dans la beauté, dans le design d'environnement, pour venir justement amener les gens dans un contexte où est-ce qu'ils vont abandonner un petit peu leur vie de tous les jours, puis ils vont se permettre d'aller à la rencontre de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Ils vont défaire la cravate un peu, là. Dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est des univers qui sont créatifs, qui viennent parler à, tu sais, les gens en marketing ou en brand. C'est leur job d'être à l'avant-garde, de savoir où est-ce que la consommation s'en va, d'être connecté à la culture. Fait que c'est certain qu'il y a comme un gravitas là, naturel qui se fait.
Mais depuis toujours, on traite de thèmes qui sont assez diversifiés, tu sais. Fait que c'est comme je pense que c'est une conception que les gens ont, qui est vraie d'une certaine façon. Mais tu sais, on a des gens de banking, on a des gens de technologie, on a des gens d'immobilier qui viennent, tu sais, parce que c'est tous des secteurs qui sont en forte évolution, qui sont en transformation. Puis je pense qu'une plateforme comme C2, c'est d'autant plus pertinent là, dans un contexte comme celui qu'on vit présentement, tu sais. Fait que c'est un beau mix, je dirais. Et il y a Grand Corps Malade qui s'ajoute à tout ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alexandra Strelinsky aussi. Voilà. Est-ce que ça va être des performances plus artistiques ou il y a un lien avec le commerce ou la Il y a créativité? toujours un lien avec le commerce, Toujours. mais on a toujours des petites surprises aussi dans ce qu'on amène. Fait qu'il va falloir venir pour le voir. Mais voilà. Pascal, il voulait faire un slam, un duo de slam avec Grand Corps Malade. Il nous a dit ça la semaine dernière. Mais ça, écoute, Pascal, peut-être que tu fais partie de nos surprises, hein, on ne sait pas. Ce serait vraiment agréable de parler comme Grand Corps Malade. Je pourrais vous raconter mes salades. Ben là, c'est la même que... Enfin. Tu nous en trouves une autre. Tu en as une deuxième, là, parce que tu as fait la même Je rime, sais. J'essaie de t'impressionner. Des fois, je fais des blagues à ma blonde comme ça. Je pars pendant 5 minutes en Grand Corps Malade. Comment on se prépare à C2 Montréal? À part acheter ses billets, évidemment, choisir ses journées. Est-ce que c'est un événement auquel on a un avantage à aller aux 3 journées? Ou on y va peut-être une journée seulement, on choisit ses préférences? Comment? Est-ce qu'on arrive le matin, on quitte le soir, épuisé, émerveillé, on arrive le midi? Comment on se prépare à ça et comment on en profite au maximum? Mais c'est certain que bon, il y a diverses façons de consommer ces deux là ou d'y participer. Il y a des gens qui choisissent des journées, mais pour nous, la façon de le vivre puis de s'imprégner pleinement, c'est vraiment de prendre les 3 jours. Puis même dans la façon qu'on a designé la programmation avec nos 3 journées thématiques, mais avec des contenus qui sont des contenus d'industrie qui s'expriment à travers ces 3 journées thématiques-là. Il y a vraiment une valeur ajoutée de venir faire partie de l'histoire au complet. Il y a aussi la notion de rencontre. C'est sûr que, tu sais, si on veut s'exposer avec des nouvelles personnes, puis se laisser l'opportunité puis le temps de les rencontrer, ben plus longtemps on est sur le site, plus qu'il y a de chances que ces rencontres là arrivent. Puis, ben, c'est certain aussi qu'il y a une notion de, tu sais, nous, on crée un genre de village, hein. On veut que les gens s'y abandonnent. Après 3 jours, on a rencontré du monde. Fait que c'est comme un effet multiplicateur. Fait que c'est certain que, bon, je prêche pour ma paroisse. Je pense que la meilleure façon de venir à ces deux, c'est de venir les 3 jours. Venir une journée, c'est le fun aussi. Puis c'est peut-être une belle façon de découvrir pour des gens aussi qui connaissent moins la plateforme. Donc, choisir la journée. Tu sais, puis là, notre programmation complète est sur notre site web. Fait que c'est facile d'aller voir les différentes sessions puis de voir peut-être quelle journée correspond mieux à nos objectifs ou nos intérêts. Puis ensuite, ben, je pense que de s'inscrire dans notre plateforme, de faire les choix, de s'assurer qu'on est dans les bons workshops, dans les bons labs, dans toutes les sessions qui vont nous intéresser, ça c'est important. Puis ben je pense que venir une journée c'est génial. Tu sais, on a des restaurants qu'on design, il y a vraiment, tu sais, il y a des espaces de networking. Il va y avoir des prestations artistiques. Fait que c'est vraiment, tu sais, pour moi, je le recommande, là, surtout si on a une passe de venir du début à la fin. Puis, il y a aussi toute la notion de brain date puis de réseautage qui est facilitée par des plateformes technologiques qu'on utilise. Et donc ça, je pense qu'une bonne façon de se préparer, c'est d'aller dans nos plateformes, de voir qui est présent, de voir avec qui on aimerait ça peut-être avoir une rencontre, prendre un café, aller prendre un cocktail. Puis ben ensuite, il y a plein d'activités de réseautage là, qui se passent. Il y a des cocktails le soir. Fait que c'est certain que bon, après 3 jours, on est énergisé. On est nourri, mais on est peut-être un petit peu fatigué aussi. Mais la préparation, je pense que c'est tellement une façon de bénéficier pleinement de l'expérience. Mais en même temps, c'est correct aussi de se laisser place à un petit peu d'improvisation. Est-ce que ça se rattrape ensuite si on rate l'événement? Est-ce qu'on peut revoir les conférences en ligne ou il faut être absolument là? Ben nous, on a fait un choix où est-ce qu'il faut être présent. C'est certain que il y a des clips qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux. Il y a certaines des conférences qui vont être diffusées aussi. Fait que tu sais, on sert des outils numériques, c'est certain, pour faire de la promotion, pour attirer les gens, puis pour démocratiser un petit peu l'accès à certains des contenus.
Mais la façon de vivre pleinement ces deux, c'est d'être présent. Voilà, c'est dit. Donc, c'est de Montréal du 20 au 22 mai prochain au Grand Quai du Vieux-Montréal. Hein? C'est pas juste le Vieux-Port, c'est aussi le Vieux-Montréal. Est-ce que je sais même pas si c'est le Vieux-Port, en fait. C'est le port, en tout cas, ça c'est certain. Ouais, c'est le port. C'est le Grand Quai du Port de Montréal. C'est dans la plus belle partie de la ville, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est magnifique. Là, c'est mai, puis on se croise les doigts pour que le soleil sorte, là. Il devrait pas neiger d'ici là. On va se croiser les doigts cette année parce que rien n'est moins certain. Mais on va souhaiter effectivement du beau temps et une belle conférence. Annick Beaulieu, présidente de C2 Montréal, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci Alain, merci Pascal. Merci beaucoup. On rappelle aux gens, si vous voulez assister à C2 Montréal, on a un lien dans la description de la balado où vous pouvez acheter des billets avec un rabais, qui est quand même pas rien grâce à une tasse de tech. Nous, on prend une petite pause et on revient avec nos gadgets. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous revoilà à une tasse de tech pour nos gadgets de la semaine. Ceux qui nous regardent en vidéo ont peut-être remarqué différentes choses. Notamment, j'ai un fil dans mes AirPods en ce moment parce que j'avais plus de batterie et je l'ai branché. Va falloir que je vous en parle des AirPods parce que la mise à jour est survenue il y a quelques semaines pour l'audio sans perte. Nécessite ce fameux câble et change un peu la donne pour ce casque-là, qui a du bon et du moins bon. Mais avant toute chose, parce que c'est la grosse nouveauté cette semaine, c'est Pascal qui l'a entre les mains. Et avant d'en parler, juste vous rappeler, si vous allez voir dans la description de notre site, et si la souveraineté des données vous inquiète de vos données à vous, là, si vos données hébergées sur le web, vous dites ma parole, ça me prendrait un fournisseur hébergeur québécois, canadien, parce que la vie étant ce qu'elle est, c'est toujours le fun d'avoir ces choses chez soi. Ben, il y en existe un qui s'appelle Planet Hoster et c'est un partenaire d'une tasse de tech et vous pouvez trouver sur notre page de balado, sur la description de notre balado, des liens vers leur service à moindre coût parce qu'on a un spécial, une tasse de tech qui est offert par Planet Hoster. Vous pouvez aller voir ça. C'est dans la description. C'est long à dire l'URL, je vous la dirai pas parce qu'en plus je vais me tromper. Grosse économie cependant, ça vaut la peine d'y aller. Regardez dans la description. Exact. Déjà qu'ils sont pas chers, vous sauvez encore plus des sous et c'est québécois. Donc, 3 bonnes raisons. Allez voir ça. Sinon, restez avec nous pour écouter Pascal pérorer à propos de son téléphone, qui est quand même assez cool. C'est dur à voir même à distance, mais quand même, on voit la différence. Je le montre ici, c'est le TCL 60XE Next Paper, NXT Paper, pas Next NXT, et je le trouve assez extraordinaire parce qu'en ce moment, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je le montre à l'écran et regardez comment l'écran est visible. Si je montre un autre téléphone ici, regardez les reflets dedans. Ceux qui nous regardent sur YouTube, la différence est assez flagrante. Ben, on voit sur un téléphone classique que tu as un écran lumineux autour de ta caméra, alors que sur l'autre, on voit pas le reflet, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ben oui. Puis quand tu regardes un téléphone et que tu es en plein soleil à l'extérieur, souvent tu vois ton reflet dans l'écran du téléphone. Avec ce téléphone-là, c'est quasiment imperceptible. L'écran Next Paper, je le trouve assez génial. Si vous lisez beaucoup, si vous servez de votre téléphone comme liseuse pour lire du contenu, honnêtement, c'est peut-être pas l'écran que vous voulez si vous voulez regarder du contenu vidéo beaucoup. Ça le fait, c'est un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il n'y a aucun problème. Mais l'écran est mat. Je trouve qu'il est beaucoup plus agréable pour la consultation de lecture de textes, de courriel et compagnie. Très fonctionnel aussi pour les vidéos. Mais le truc qui est absolument extraordinaire, je vais le montrer live, ceux qui nous regardent sur YouTube. Juste pour ça, ça vaut la peine de nous regarder. Il y a un petit interrupteur sur le côté qui permet d'activer le mode Max Ink. Et ça, quand je l'ai fait, j'ai vraiment fait un « wow » digne de la Matrice. L'écran devient en nuance de gris. Un écran monochrome, c'est intéressant ça. Il devient monochrome et il devient il tombe dans un mode minimaliste, le mode dans ce cas-ci Max Ink, qui est noir et blanc, une nuance de gris, je sais pas trop comment le décrire. Toujours avec l'écran super anti-reflet, qui est vraiment génial, très mat, et qui permet d'avoir jusqu'à 165 heures de batterie, jusqu'à 7 jours dans certains cas. Ben, ça reproduit le comportement d'un écran e-ink, les fameux encres électroniques liseuses. Là. Exactement. Donc, l'écran est doux pour les yeux, il est conçu avec moins de lumière bleue et compagnie, et vous pouvez avoir, encore une fois, c'est un mode qui est minimaliste, le choix de 7 applications Android de votre choix que vous pouvez afficher rapidement. Si jamais vous avez besoin des autres applications,
activez l'interrupteur, ça prend 3 secondes et vous tombez dans le mode Android régulier. Vous utilisez les applications de votre choix. Mais tu sais que la semaine dernière, j'ai parlé du Light Phone qui te limitait beaucoup au niveau des applications. Si tu veux déverrouiller un Bixi, tu peux pas. Si tu veux appeler un Uber, tu peux pas. Si tu veux, je sais pas moi, contrôler ta domotique, tu peux pas avec le Light Phone. Avec celui-ci, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as toutes les applications Android de ton choix si tu veux, en mode Max Inc. Si tu veux décrocher, si tu veux lire, si tu veux quelque chose de plus apaisant, tu as 7 de tes applications préférées que tu peux utiliser. Quand on y pense, c'est plus qu'assez. Si tu as besoin de déverrouiller tes Bixi, tu mets l'application Bixi. Si tu as besoin d'application de lecture, tu peux mettre ton application Google, ton application Kindle, Amazon, Kobo, ton application Kindle, ton application Kobo. Tu peux mettre tout ce que tu veux pour lire et ton téléphone en mode minimaliste est activé. Avec jusqu'à 7 jours d'autonomie. Ça, c'est un gros plus, Ben oui, tu pars la fin de semaine avec ton téléphone en mode minimaliste, tu décroches, parce que c'est moins invitant en mode noir et blanc. Tu veux pas regarder des vidéos YouTube en noir et blanc, ça marche, mais c'est pas beau. On n'aime pas ça. On va décrocher vite. Tu peux regarder TikTok, mais c'est pas beau. C'est en noir et blanc. C'est pas invitant, mais tu peux. L'autre truc qui est cool, c'est que tu as la radio FM dedans. Ah oui, il y a synthétiseur FM direct. Synthétiseur FM direct pour écouter la radio FM sans consommer de données. Donc, tu as accès à de la musique, du divertissement, des nouvelles, ce que tu veux, sans avoir besoin de consommer de données. Fait que c'est génial. Parce qu'il y avait ça sur le téléphone il y a quelques années. Puis là, ça s'est perdu. C'est resté, je pense, en Asie beaucoup. C'est le fun d'avoir un téléphone comme ça qui ramène ça. Il faut avoir, par exemple, une prise d'écouteur. Il faut brancher les écouteurs à fil dedans. Mais une fois que c'est branché, on peut écouter dans le haut-parleur du téléphone. Fait qu'on a, encore une fois, quelque chose de vraiment cool, parce qu'avec le Light Phone, on peut écouter de la musique, mais on n'a pas Spotify. On n'a pas, donc, avec là, si on veut pas installer Spotify ou qu'on veut pas payer pour Spotify, payer moins Alain, ton excellent livre, tu peux écouter la radio FM tout simplement, de la musique, des nouvelles, du divertissement avec ton téléphone sans rien installer. Les gens disent, c'est facile, tu as juste à mettre tes MP3, convertir tes CD, les prendre, les mettre dans ton téléphone, tu peux les écouter. Oui, mais c'est du bidouillage. Tu n'as pas toujours le temps ou le goût de faire ça. Puis à un moment donné, une fois que tu as fait le tour de tes MP3, l'autre affaire qui est pas pire, on retombe un peu à quelque chose qui était normal il y a quelques années. Tu as la possibilité d'étendre ton stockage avec une carte micro SD jusqu'à 2 téraoctets. Ça aussi, ça s'est perdu, tu as raison. Et là, tu te dis, OK, quelqu'un qui veut vraiment mettre des MP3 dans son téléphone, il y a jusqu'à 2 téraoctets. Quelqu'un qui a une puce micro SD avec des livres, par exemple, dedans, peut les regarder dans son téléphone. Fait que tu as vraiment le meilleur d'une liseuse. Et encore une fois, le seul défaut que je vois, c'est que pour moi, la luminosité en mode Max Sync, la luminosité minimale, pourrait être un tantinet plus bas. Ah oui. Là, je fais je cherche la dans bébite, les détails, là. Oui. Je cherche la bébite parce que j'ai tendance à mettre ma luminosité très, très basse quand je lis, même le soir surtout. Là, ça me semblait juste un tout petit peu plus élevé que j'aurais aimé, mais c'est vraiment du nitpicking, là. C'est du détail ici. L'affaire qui est flyée, c'est mais combien je paierais pour cet appareil extraordinaire qui est le meilleur d'un téléphone, le meilleur d'une liseuse? 325 $ au Canada. C'est typique de TCL. 25 $, c'est quand même assez extraordinaire. Le bémol, si tu veux avoir le téléphone le plus performant, c'est pas le cas. C'est un téléphone avec un processeur moyen de gamme, disons-le comme ça, qui tirera pas. Mais encore une fois, si tu fais pas du gros gaming, si t'as pas besoin que ce soit... Puis moi, j'ai pas senti que c'était très lent, là. Est-ce que c'est la plus récente version d'Android ou est-ce qu'on a une version 15 d'Android? Ah on va avoir droit... Combien on va avoir droit de mise à jour. On peut utiliser des options d'intelligence artificielle dedans, c'est ce qui est indiqué. Je m'en suis pas servi. J'avais un autre petit détail, c'était... Ça m'échappe. Lisez mon billet sur mon site. Vous allez avoir plus de détails là-dessus. Écoute, ça utilise pas de carte de nano SIM. Ça utilise, je pense, les mini SIM, les SIM un petit peu plus grosses. Ah oui, avec souvent, on achète la SIM avec des petits des adaptateurs. Donc ça peut se corriger, mais ouais. Est-ce qu'il y a la eSIM ou il n'y a pas d'eSIM dans cette... eSIM, je vérifie ça et je le mets sur mon site. Parce que c'est souvent de plus en plus, les fournisseurs poussent pour copier la eSIM plutôt que d'installer
installer une SIM physique. Là. Ben oui, on pourrait déplacer cette SIM-là, mais pour un téléphone d'entrée de gamme, un téléphone pour quelqu'un, À 300 un étudiant, il n'y en un a plus enfant, beaucoup. Là. Ben oui. 300 radio FM, encore une fois, super cool pour ne pas avoir à payer pour un service de musique, écouter ses nouvelles, ainsi de suite. La possibilité d'utiliser toutes ces applications, plusieurs jours d'autonomie, jusqu'à 7 en mode MagSync, très apaisant comme affichage, quelqu'un qui trouve que les écrans sont trop lumineux, et surtout l'anti-reflet qui est vraiment... ça se distingue beaucoup, beaucoup. Là. Tu regardes le téléphone, quand je l'ai déballé, là, je croyais que l'écran du téléphone, c'était le dos du téléphone. Normalement, on voit que le côté, c'est assez distinctif, le côté du dos du téléphone. Comme du verre, c'est comme du verre d'un côté, c'est luisant, et de l'autre, c'est mat. Ou mat, en français, les gens disent mat. En anglais, c'est mat. Au Québec. Voilà. Et ici, je pensais que c'était le dos du téléphone. J'ai fait comme, ben voyons, j'ai allumé le téléphone, je fais, oh! Magique. Voilà. Si vous avez quelque chose de différent, de le fun, vraiment pas cher, TCL 60XA, Next Paper, gros coup de cœur de mon oncle Pascal. Merci, mon oncle Pascal. Très Merci. De mon côté, j'ai pris des notes parce que juste le nom de l'appareil, il faut s'en rappeler, en fait, c'est un PC, en anglais, ils disent AI PC. Donc, c'est un ordinateur qui, vous l'aurez compris, est conçu autour de la notion d'avoir une intelligence artificielle générative dans la main. Pas dans la poche, parce que ça prend un méchant pantalon cargo. Prends une grande respiration, Alain, avant de commencer ça. Je vois le nom dans les notes, puis je suis comme, eh boy! C'est le EliteBook G1i Next Gen AI PC. Ça dit ce que ça a besoin de dire, et moi, ça m'a fait réagir en partant parce que c'est disons, comment je dirais ça? Il y a un petit côté vision de l'esprit, un petit côté optimiste à ce virage vers l'IA, parce qu'à la fin de la journée, les applications révolutionnaires ne sont pas encore entièrement en marché. Et cet appareil-là, malheureusement, le décrit bien ce phénomène-là. Et c'est une super machine, cela dit. La mécanique est vraiment extrêmement intéressante. Si vous connaissez la gamme EliteBook d'HP, on est exactement dans le cœur de cette gamme-là. C'est un appareil qui est dans un fini métallisé. On peut choisir en différentes couleurs, mais celui-là est foncé. Vous le voyez si vous nous regardez en vidéo. Donc, très sombre, très élégant, très mince. Ça, c'est le fun. C'est un appareil qui est destiné, et ça, j'insiste un peu là-dessus, aux entreprises. Donc, les acheteurs en entreprise qui achètent des gammes achètent souvent des portables un petit peu plus beaux pour les plus hauts dirigeants. Et c'est un peu là qu'on cible avec cet appareil-là chez HP. Mais ça serait le fun que les gens qui ont un ordinateur de travail considèrent quand même cet appareil-là, quoi qu'il est un petit peu plus cher, parce que les gros appareils qu'on reçoit par le bureau, qui sont toujours trop gros, pas portables, désagréables, on sent qu'ils sont surtout achetés parce qu'ils sont pas chers, et souvent, ils ont des fiches techniques décevantes. C'est pas le cas ici. Ici, on a les nouveaux processeurs Intel Core Ultra de plus récente génération, prêts pour l'intelligence artificielle. Donc, on a le fameux CPU, GPU et NPU, les trois coprocesseurs combinés pour donner naissance à cette capacité de calcul nécessaire pour l'IA générative. On dit que, conforme à la vision de Microsoft, c'est ce qu'ils appellent, eux, leur PC Copilot Plus, je ne sais plus avec AI ou pas au bout, 48 TOPS, donc 48 000 milliards d'opérations possibles par seconde. Donc, c'est une capacité de calcul qui permet de générer nativement des contenus d'IA. Donc, vous pourriez, par exemple, installer un logiciel qui permet de faire rouler localement, donc pas nécessairement sur un serveur distant, un large modèle de langage, un LLM, et avoir votre propre version de Llama, de DeepSeek, de Gemini sur la machine et le faire rouler, et ça fonctionnerait plutôt bien. Pour un appareil qui n'est pas très gros, c'est quand même le fun. 16 GB de mémoire vive en partant, de base. C'est préférable, à mon avis, d'y aller avec 32 gigaoctets si vous voulez faire justement de l'intelligence artificielle, parce que ça paraît rapidement quand on n'a pas assez de mémoire vive. Le stockage de base, c'est un SSD, donc c'est quand même une mémoire qui écrit et qui lit très rapidement les données. Ça commence à 512 gigaoctets. Comme tout appareil Windows 11, vous le savez, écran tactile, bien lumineux, bien détaillé. J'alterne souvent entre Mac et PC, et l'écran tactile, une fois qu'on l'adopte, c'est difficile de s'en sortir. C'est assez pratique. Évidemment, ça fait des traces dans l'écran. Il faut le nettoyer de temps en temps, mais c'est un moindre mal. Je vais vous dire ceci, et c'est une qualité à la fois et un défaut. Il y a 2 ports Thunderbolt USB-C, là, Thunderbolt 4. Il y a un port USB-A qui sert d'alimentation, c'est un USB 3.0 là, qui sert pour l'alimentation, entre autres. Il n'y a pas de sortie HDMI. Il n'y a pas de sortie HDMI direct, mais les ports Thunderbolt, vous savez, ça fait toute
ce que vous voulez que ça fasse. Vous pouvez avoir un adaptateur facilement USB-C, soit directement vers un moniteur externe qui est compatible avec USB-C, ou un adaptateur HDMI, ça existe, c'est pas très cher, mais il est pas intégré. Donc ça, c'est peut-être un peu de limite de ça. J'ai dit 2 ports, il y en a un troisième de l'autre côté qui est aussi un port d'alimentation. Il y a différents protocoles là, dans la forme USB-C. Là, il y a Power Distribution qui a différentes versions. Il y a plein de façons pour limiter ou accroître la qualité de recharge et tout ça. J'ai oublié la version de ça ici, mais ça charge quand même assez bien par USB-C. Faites-vous en pas. J'ai chargé tantôt 15 minutes et j'ai repris 50% de la batterie. Wow. Donc, c'est quand même pas mauvais. Une batterie qui, conforme à... de mémoire, c'est la norme Intel Evo, là, propose 18 heures d'autonomie environ. Évidemment, ça varie selon l'usage. Au-delà de 12 heures, c'est parfait parce que c'est une journée de travail sans vous casser la tête. Si vous faites des rencontres, vous bougez beaucoup, vous allez au café, ça vous prend un ordinateur, vous devez travailler. Même nous ici, des fois, je le fais, je dois faire du montage vidéo après avoir enregistré le balado, je le fais sans me brancher. Et ça passe parce qu'on a assez de batterie. Et tout d'un coup, il y a comme une inquiétude qui disparaît. Et mon Dieu, que la journée passe mieux quand on le sait qu'on a. Et ça, c'est un gros plus, c'est présent ici. Au niveau applicatif, c'est un peu plus compliqué. Il y a un lecteur d'empreintes, il y a Windows Hello, il y a aussi une suite de sécurité qui s'appelle HP Wolf Security qui ajoute plein d'affaires. Je comprends l'importance, et tout le monde le sait, l'importance de la cybersécurité, de protéger son ordinateur. Mais il arrive à un moment donné où ça s'empile et ça devient tellement fastidieux que j'ai l'impression que des gens doivent un peu tourner les coins ronds et que ça devient son propre ennemi, cette logique-là de surempilage d'applications. Et dans l'intelligence artificielle, on arrive à peu près au même constat sur cet appareil parce qu'il y a évidemment la suite Copilot qui est intégrée à Windows. Ça permet entre autres d'améliorer le rendu de la caméra. C'est vraiment l'application la plus concrète de l'intelligence artificielle de ce genre d'appareil-là. On peut flouter l'arrière-plan, comme vous le voyez peut-être sur mon image en ce moment. On peut cadrer le sujet, donc ça veut dire que même si notre caméra ou notre ordinateur est un peu croche, le sujet demeure au centre de l'image. Et on peut aussi, ça je le fais pas, mais je sais que ça se fait, on peut tricher sur le regard, c'est-à-dire qu'on peut donner l'impression qu'on regarde toujours la caméra alors qu'on regarde nos notes. ça, je l'active pas parce que ça me crée une petite gêne, mais je sais que c'est très utilisé. Et ça, c'est dans Copilot. Et Copilot ajoute aussi une suite de génération de texte dans la suite Office, dans les courriels, dans Outlook. Il ajoute aussi de la synthèse, de génération d'images, toutes les applications d'IA générative. Et là, on se dit, bon, ben, cool, j'ai tout ce qu'il faut. Mais non, attendez, parce que HP a sa propre suite d'applications d'IA ajoutée à Copilot, qui, elle, est en bêta. Et là, on le sait, l'IA a ses limites. Souvent, ça hallucine ou ça crée des choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'on veut. Et quand on ajoute l'étiquette bêta, ça veut dire que le logiciel n'est pas entièrement peaufiné. Donc, laisse place à ce genre d'erreur plus fréquemment. Et ça, je trouve ça un peu embêtant dans la mesure où cet appareil-là est vendu à des professionnels mobiles, donc des gens qui ne veulent pas avoir à gérer des erreurs. Donc, j'étais un petit peu agacé parce que c'est un appareil qui a tout ce qu'il faut pour être prêt pour cette fameuse génération d'intelligence artificielle qui devrait, en principe, révolutionner notre travail. Mais la promesse reste à être concrétisée par de l'applicatif concret. Évidemment, l'applicatif concret existe si vous téléchargez des logiciels, des LLM, des larges langages de modèles, larges modèles de langage, mon Dieu, l'anglicisme n'est pas évident, qui sont la plupart téléchargeables gratuitement, qui sont open source, donc utilisables sans frais. Mais là, c'est un autre genre, c'est une autre paire de manches parce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre le fameux prompt engineering, il faut apprendre à discourir, à demander des éléments de réponse pour avoir la bonne réponse, et c'est pratiquement une profession en soi à ce stade-ci. Donc, on est presque là, je veux dire ça comme ça, et l'appareil, celui-ci, tu as déjà parlé d'un ZenBook chez Asus, Pascal, qui coûtait un peu moins de 2000$, lui est 2400$. Donc, je trouve que c'est un petit peu cher, mais je pense que c'est dans la gamme de prix des PC IA, des portables comme ça, comme ceux-là, chez les autres fabricants aussi, sauf que à ce prix-là, j'aimerais que la suite bureautique, la suite logicielle soit plus complète. Voilà. Sinon, écoute, belle machine. Je rappelle le nom. Je vais retourner au début de ma liste. Grande respiration. Le EliteBook G1i Next Gen et IPC. C'est bien là parce que HP vend aussi le EliteBook G1Q, qui n'est pas le G1i. Et il y a plusieurs déclinaisons comme ça. Il est achetable. Vous pouvez l'acheter par vous-même si vous êtes un particulier, mais il est chez HP, on cite beaucoup les entreprises. Et si vous êtes un acheteur d'entreprise, allez jeter un coup d'œil, c'est une belle machine pour elle. Et si vous avez la suite logicielle qu'il vous faut pour faire vivre le meilleur de cette machine-là, vous serez très heureux. Sinon, il y a effectivement beaucoup de superflu. En attendant,
des applications au-delà de la génération d'images un peu maladroites là, que les outils actuels nous proposent. Ouais. Je repense, on parlait de la série Silicon Valley. Ceux qui ne connaissent pas cette série-là, Sur HBO aux États-Unis, ouais, beaucoup d'extraits sur le web. Puis je pense au nommage d'appareils. OK, il faut qu'on dise que c'est un EliteBook. OK, mais là, c'est le G1, notre série G1. Oui, mais c'est I parce que là, c'est intelligence. Oui, mais il faut dire que c'est Next Gen. OK, mais là, on rajoute ça ici. Puis là, mais c'est un AI PC. Fait que là, OK, tout le monde, on va s'entendre. On va par comité décider que c'est le EliteBook G1 I Next Gen AI PC au lieu d'appeler ça juste EliteBook G1. Et on n'a pas dit non plus qu'il est conforme à Intel Evo et qu'il est aussi considéré comme un PC copilote plus par Microsoft. Donc, on aurait pu faire un nom de produit de 2 pages facilement. Exactement. Alors qu'on veut juste reconnaître son... Si c'était Alain McKenna, chroniqueur techno, La Presse, Inc., QC, ainsi de suite, je t'appellerais moins souvent par ton prénom complet. Je te jure, ce serait juste Alain, tout court. Exact. Voilà. Montée de l'éditorial et on est moins méchant cette semaine. C'était une semaine assez légère, mais je suis près d'un lac ici, ça me rend très zen, donc effectivement, ça doit être un peu ça. Et voilà. On remercie nos partenaires TELUS, Plan Hub, C2, Planète Hoster. Merci d'être là. Merci de nous permettre de rendre ce podcast vivant, dynamique et nous permettre de vivre. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde. On diffuse partout dans le monde grâce à Cogeco Média. Tous ceux qui nous écoutent dans l'univers, et ainsi de suite. PascalForget.com pour me suivre. J'ai ma critique plus complète du téléphone Next Paper 60XE. Gros coup de cœur, pas cher, sympathique. C'est peut-être pas pour tout le monde, ceux qui veulent un téléphone performant. J'ai pas parlé des caméras en passant, c'était ça que je voulais glisser un mot. Il y a 3 caméras à l'arrière, ça prend des photos très, très correctes. Mais évidemment, ceux qui veulent avoir la fine pointe des photos, c'est peut-être pas encore une fois. 325 $, 3 caméras, vraiment quelque chose de bien. N'hésitez pas. Et Alain McKenna, on peut te lire, entre autres, dans la presse, je l'ai mentionné. Et on peut lire toujours ton excellent livre, Payez moins. Ben oui, allez vous le procurer de ce pas. Il en reste quelques-uns. J'en ai vu l'autre jour au Renaud-Bré, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de pas trop vous faire avaler par l'IA, n'est-ce pas, qui menace, selon à qui vous parlez, dans l'univers entier ou pas. Et nous, on vous revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.